Bonjour tout le monde. Et une fois de plus, merci aux organisateurs, merci pour ça, Audia et son équipe, de m'avoir invité lors de cette session et toutes les autres sessions aussi, dans cette participation qui rehausse la coopération Sud-Sud et rehausse la cardiologie africaine. Alors, on parle des antiarythmiques, on parle aussi des anticoagulants dans la prise en charge de la fibrillation, des anticoagulants dans la prise en charge de la maladie thromboembolique. Et quand on parle des anticoagulants, effectivement, on pense d'abord à cette pathologie qui est la plus importante peut-être dans le monde en termes de maladies cardiovasculaires et maladies rythmiques, c'est la fibrillation auriculaire. Et l'épidémiologie de la fibrillation auriculaire est assez disparate dans le monde, avec donc une prévalence, une incidence qui est moindre en Afrique en général par rapport à les autres parties du monde. Mais il ne faut pas croire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a une prévalence qui est moindre que ce n'est pas un problème de santé publique en Afrique en général. Et d'ailleurs, d'après certaines modélisations, la fibrillation atriale sera plus importante en Afrique que dans tous les autres continents, sauf le continent européen d'ici 2050. C'est dire si c'est un problème de santé publique déjà chez nous, et pour venir vaut mieux que guérir, il faut anticiper. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, qu'on ait cette prévalence qui va augmenter. Il y a un diapositive qui manque ici, là, mais il faut dire que quand on regarde tous les facteurs de risque de la fibrillation atriale, tous les facteurs de risque, on voit que ces facteurs sont présents chez nous et sont en progression. L'obésité, l'hypertension artérielle, l'inactivité, le tabagisme, le diabète, et on a en Afrique subsaharienne le rhumatisme articulaire aigu, les inflammations. Donc tous ces facteurs-là concourent à augmenter la progression de l'insuffisance de la fibrillation auriculaire, et sans oublier même l'insuffisance cardiaque aussi qui est en progression chez nous. Alors donc, la prise en charge repose donc essentiellement sur l'anticoagulation pour éviter les complications thromboemboliques. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat, sauf dans quelques situations cliniques bien précises. Le match entre les non-vitamines K anticoagulants oraux, NOACs en anglais, AOD en français, sont supérieurs aux antivitamines K. Sont supérieurs, mais sauf dans certaines conditions. Par exemple, on sait que chez des patients qui ont donc, le syndrome antiphospholipide, qui ont besoin d'une anticoagulation à vie, il faut mieux préférer les AVK. Les patients qui ont des prothèses valvulaires ou alors ont une sténose mitrale serrée, donc les valvulaires comme on les appelait, il faut privilégier les antivitamines K. Ou encore, dans une catégorie précise de cancers, les cancers gastro-intestinaux, on préfère plutôt les autres molécules. Mais dans les autres cancers aujourd'hui, le rivaroxaban et puis l'indoxaban ont démontré une efficacité au moins comparable, donc on peut donner. Dans la cardioversion, aujourd'hui on sait que la cardioversion, il vaut mieux la faire sous AOD que sous AVK, parce que déjà ça fait jeu égal et que donc finalement on a plus de sécurité en termes de complications. Dans la prévention du stroke, dans des AVC, les AOD, il faut les donner. Dans l'embolie pulmonaire également, les AOD ont montré une efficacité au moins comparable, et donc c'est plus facile de donner les AOD que donner les antivitamines K. Alors, donc on a parlé du cancer tout à l'heure. Donc dans ce contexte où on sait que les AOD sont devenus incontournables dans le monde, et quelle est la situation africaine? Comment se comporte cette
adhésion, cette pénétration des AOD dans notre continent. Nous savons que plusieurs études ont démontré l'efficacité des AOD. Et les études sont des études internationales, où il y avait des centres de quasiment tous les continents. Mais il faut dire que toutes ces études qui ont permis d'avoir l'indication, et nous consommons ça, ont inclus très peu de centres africains. L'étude Relay, Rocket, Aristotle et autres ont plutôt inclus l'Afrique du Sud comme seul représentant de l'Afrique. Ce qui est quand même un problème, et parce qu'au début, on avait très peu d'AOD sur notre marché. D'ailleurs, l'enquête que nous avons réalisée au sein de la Société panafricaine de cardiologie, une enquête qui datait de 2016, on corrigeait les données de 2016 à 2017, on s'est rendu compte que même au Maghreb, qui est quand même la partie la mieux lotie du continent africain, il y a très peu de pays qui avaient déjà homologué, validé, mis sur le marché les AOD. Mais depuis ce temps, il y a eu des progrès dans beaucoup de pays. Dans plusieurs pays où il n'y avait aucun AOD, aujourd'hui on a au moins un AOD, qui est le rivaroxaban. C'est le rivaroxaban qui est la molécule la plus validée, homologuée et mise sur le marché africain. Pratiquement tous les pays ont au moins le rivaroxaban. Et vous avez des pays qui sont mieux lotis, donc vous ici en Algérie avec au moins 3 AOD, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, et vous avez des pays où malheureusement il n'y a même pas d'anticoagulants oraux directs. Et donc, ceci pose le problème de la prise en charge optimale de nos malades, tant pour la prévention des maladies thromboemboliques que sur le plan, je veux dire, de la prévention de la fibrillation atriale, tout comme pour le traitement de l'embolie pulmonaire et la prévention des AVC en cas de fibrillation atriale. Nous avons encore beaucoup de patients qui sont sous antivitamine K avec les limites que nous connaissons, parce que dans plusieurs laboratoires en Afrique subsaharienne, peut-être même dans certaines régions reculées aussi du Maghreb, je ne sais pas exactement quel est l'état des lieux, mais parfois on a des laboratoires qui donnent des résultats très approximatifs. Et il faut que les patients adhèrent, qu'ils aillent régulièrement faire leurs INR. Donc il est important de pouvoir constater qu'il y a des progrès qui sont faits, mais il y a encore des efforts à faire, et nous devons arriver à avoir une couverture en termes d'AOD dans nos pays qui soit suffisamment optimale, parce que, in fine, en termes de rapport coût-bénéfice, c'est mieux que de traiter par les antivitamines K. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Boni, pour votre excellente communication, très réaliste d'ailleurs. On aimerait bien avoir ce type de présentation pour l'ensemble, non seulement de la thérapie africaine, mais aussi pour nos pathologies et la prise en charge de nos pathologies et les différentes difficultés que nous avons sur le terrain pour prendre en charge ce genre de pathologie. Ce que vous avez dit est tout à fait réel. Nous devons absolument donc trouver des solutions, nous-mêmes, Africains, puisque nous avons les mêmes problèmes partout, et que donc des solutions devraient donc arriver. Je me rappelle très bien, j'étais très jeune, et je commençais ma cardiologie, il y avait le congrès panafricain de cardiologie, mais on n'entend plus parler de ce congrès. C'est pendant ce congrès que ce type de problème se discutait. Je me rappelle très bien que nous avons discuté beaucoup du rhumatisme articulaire aigu à l'époque, qui était en Afrique un réel fléau. Nous avons discuté même à l'époque des péricardites, je me rappelle très bien, constrictives, tuberculeuses.
etc., etc. Ce qui nous manque énormément. Nous nous tournons vers le Nord et nous oublions nos pays et notre réalité africaine. Merci beaucoup pour votre communication. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Okay. Oui, Monsieur Chanty. Ou Madame Chanty. Moi, c'est peut-être une question à côté qui est un peu hors sujet des anticoagulants. C'était au sujet de précisément le rhumatisme articulaire aigu. Est-ce que vous en avez autant qu'avant ou est-ce que ça a diminué comme chez nous? Chez nous, on voit beaucoup moins de valvulopathie. Et dans votre vraie vie, dans vos services, car dans nos services, on n'en voit quasiment plus. Ils sont remplacés par les cardiopathies ischémiques. Donc, c'est vrai que c'est hors sujet par rapport à cette conférence, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Merci. Non, mais ce n'est même pas complètement hors sujet. Si on part du principe que le rhumatisme articulaire aigu va être indirectement responsable de la fibrillation atriale par le biais donc, de la sténose mitrale, par exemple, et donc après, on sait que tant que la sténose mitrale est relative, bon, on peut se permettre de donner les AOD, mais bon, tout c'est un peu discutable, mais on attend une grande étude qui est en cours, qui nous dira si on peut. Voilà, mais alors, pour dire ça, est-ce que on voit davantage, autant maintenant qu'avant? Je dirais non. Non, on voit de moins en moins le rhumatisme articulaire aigu parce que aujourd'hui, il y a quand même plus de médecins formés, plus de cardiologues, donc plus de gens qui sont adressés à des spécialistes qui vont anticiper, qui vont voir des gens sont un peu plus éduqués. Le rhumatisme, ça a quand même été aussi un peu la maladie de la pauvreté d'une certaine manière. Donc, heureusement que on évolue aussi en termes de développement et donc la prévention est meilleure aujourd'hui qu'avant. Le dépistage des angines est aujourd'hui un peu amélioré. Donc globalement, oui, on voit moins de rhumatisme articulaire aigu aujourd'hui qu'avant. C'est vrai un peu partout, donc c'est aussi vrai en Afrique subsaharienne. Ouais. Merci. Monsieur Chantir. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions? Monsieur Dahoumen, la dernière. Bonjour, Monsieur Boni. Moi, j'aimerais vous poser une question concernant le coût de ces NOAC au Cameroun. Est-ce que vous êtes confronté au même problème qui est international concernant le coût de ces produits? Et justement, par rapport à ça, j'aimerais vous poser la question de votre intitulé. Is Africa behind or not? La question... Le coût. Oui. Comment ça se passe au Cameroun par rapport à la prescription des NOAC? Alors, il faut dire, et ça le docteur Walid Amara l'avait déjà un peu dit, on a vu une évolution dans le coût des AOD sur le marché africain. On a vu une évolution qui ressemble en fait à ce qui se passe partout dans le monde. Quand un produit arrive sur le marché, les labos qui fabriquent ça ont des coûts quand même très importants parce que il y a l'amortissement du projet de développement qu'il faut pouvoir optimiser. Et puis après, avec le temps, on voit des coûts qui décroissent. Et donc, les AOD au Cameroun coûtaient assez cher. Il faut dire, aujourd'hui encore, une boîte pour un mois va vous coûter, je vais faire la conversion de l'euro, enfin du franc CFA en euros, c'est-à-dire que vous avez à peu près pour 40 000 francs. 40 000 francs, c'est un peu plus de, à peu près 60 euros. 60 euros. Et quand vous rapportez ça au salaire moyen au Cameroun, c'est énorme, c'est exorbitant. Mais il y a eu une diminution à la faveur de la pandémie de la Covid.
parce que le laboratoire, dont le Rivaroxaban en l'occurrence, qui fabrique ça au Cameroun, a dû revoir c'est quoi la baisse, parce qu'ils ont quand même commencé par une quantité plus importante de produits vendus. Donc ça reste quand même important. Et donc aujourd'hui, vous avez au Cameroun des gens qui ne prennent pas les AOD parce qu'ils n'ont pas les moyens de le prendre, alors que le médecin a prescrit et ils se retrouvent avec des antivitamines K à la place des AOD. Donc l'accès reste encore limité à des gens nantis, des gens qui sont assurés, des gens de haut cadre ou alors des gens qui ont des parents en Occident qui leur envoient un peu d'argent. Mais pour le Cameroun moyen, ça reste quand même un produit de luxe. Pourtant, il va falloir vulgariser ça. Donc, il y a tout un chantier à mener dans ce sens. Merci Aimé. Donc, c'était la dernière question.